Bonjour, je m'appelle Étienne. Je vous laisse ce petit mot car dans quelques minutes, je serai mort. Pourquoi? Laissez-moi vous raconter. Il y a 2 mois de cela, j'ai décidé de prendre des vacances au Mexique, d'où je suis encore actuellement. Je n'avais pas vraiment prévu ces vacances, pas planifié de voyage particulier, pas d'hôtel, pas de trajet, pas de restaurant ni de destination. Je partais un petit peu comme à la Pékin Express. Je partais découvrir un nouveau pays que je ne connaissais pas, faire du touriste. Un soir, en pleine semaine, j'ai décidé de faire la route jusqu'à la prochaine ville, Toluca, à pied. Seulement le souci, c'est que je n'avais pas vu l'heure tardive qui arrivait et le trajet qui était beaucoup plus long que prévu. Passer la nuit dehors m'embêtait un petit peu, car pas spécialement peur de l'inconnu, mais les animaux sauvages, s'il y en avait dans le coin, ne me plaisaient pas beaucoup. En pleine montagne, je ne vois pas ce qui pouvait spécialement m'arriver, mais je me méfie quand même de l'inconnu. Donc, dans les alentours de 11h30, 11h45, je continue quand même à avancer, tendant le pouce à toutes les voitures qui passent, espérant qu'une s'arrête, voulant bien pouvoir prendre un pauvre petit Français perdu quelque part. Je continuai comme ça ma grande route jusqu'à 1 heure du matin, où étonnamment, un bus passa juste à côté de moi et vu mon pouce levé, s'arrêta. Bon, visiblement au Mexique, il n'y a pas spécialement besoin d'être à côté d'un arrêt pour que le bus s'arrête. Tant mieux pour moi, ma chance. Le bus s'arrêta, les portes s'ouvrirent et j'entrèrent tout normalement. Le chauffeur ne me dit rien du tout. Tant mieux, car de toute façon mon espagnol n'est pas très bon. Le passager non plus n'était pas très bavard. Je m'assieds à la seule place qui était, le bus redémarra, et personne ne dit quoi que ce soit de tout le long du trajet. Cela était limite mal à l'aise. Ils ne faisaient que regarder face à eux. Bon, de toute façon, il était tard, je n'avais pas spécialement l'intention d'entamer la conversation avec des inconnus. Après une bonne 30 minutes de trajet qui m'avait semblé interminable par le malaise qu'installaient tous ces passagers à regarder bêtement devant eux, le bus s'arrêta et quasiment mécaniquement, d'ailleurs je n'ai pas vraiment compris ce qui m'arriva à ce moment-là, je me leva de mon siège et je sortis du véhicule, sans vraiment vouloir le faire. Mais juste avant de sortir, je m'arrêtèrent au niveau du conducteur qui m'adressèrent enfin la parole pour la première fois. Je ne comprenais pas trop ce qu'il disait car comme je vous l'ai dit, mon espagnol n'était pas très bon. J'ai vite compris que je ne devais pas me retourner car sinon j'aurais eu du mal à quitter le bus ou quelque chose comme ça. Je ne voyais pas trop ce qu'il voulait dire par là. Bon, dans un premier temps je descendis et j'attendais que le bus reparte. Mais malheureusement, comme tous les jeunes de mon âge, la curiosité était beaucoup plus forte et j'ai décidé de me retourner. Grossière erreur. Au lieu de voir le même bus que je vis tout à l'heure, à peu près joli, à peu près bien entretenu, je vis un bus complètement massacré, brûlé, plus rien ne devait fonctionner dessus. Et tous les passagers étaient collés à la vitre, me regardant avec des regards haineux. Toute la haine se voyait sur leur visage. Ils étaient tous soit brûlés ou soit en décomposition très avancée. Ils me regardaient, mais ils n'ont rien fait. Le bus est très lentement reparti, et c'est là que j'ai découvert que l'enfer existait réellement sur Terre. Devant ce spectacle macabre qui s'éloignait de plus en plus de moi, je ne sus quoi faire, mais je m'évanouir littéralement de terreur sur place. Le lendemain matin, je me réveillai chez quelqu'un qui m'avait ramassé sur la route et qui me demandait qu'est-ce que je faisais comme ça allongé par terre. Et je lui racontèrent toute la scène. Cet homme, bien sûr, ne me croyait absolument pas. Et j'avais beau essayer de lui expliquer que si, j'avais vu ce bus, mais si, j'avais vu tous ces passagers, mais non, rien à faire. Je repartis donc de chez lui quasiment aussitôt que j'étais réveillé. Ils m'offrirent au moins un petit déjeuner, juste pour dire, essayer de me rezenner, me remettre dans le bon sens, pensant que je devais avoir bu toute la nuit. Mais je continuais quand même à chercher des explications, demandant à par-ci par-là à des gens qui peut-être connaissaient l'histoire de ce bus. Certains oui le connaissaient et me donnèrent
tous la même explication. Ils me racontèrent l'histoire de ce bus qui quelques années auparavant était tombé dans un ravin et tous ses occupants étaient morts. Mais ce qui me préoccupait le plus dans leurs histoires, c'était que systématiquement ceux qui se retournèrent mourirent quelque temps plus tard et allèrent rejoindre tous les passagers dans le bus pour un voyage éternel. Au début, je refusais de croire que tous les curieux finissaient tous par y passer. Je le refusais, car non, je ne voulais pas y passer non plus. Mais depuis la semaine dernière, j'ai réchappé de justesse à 3 accidents de la route qui ont manqué de m'être mortels. À chaque fois, c'était pareil. Le conducteur ne me voyait pas ou avait grillé le stop, et c'était juste un piéton à côté de moi qui m'attrapèrent et me sauvèrent la vie in extremis. Je sais que malheureusement cette chance va finir par tourner, et que oui, je vais finir par aller les rejoindre. J'avais pensé, oui, à rentrer en France, mais bon, pourquoi faire? Avoir un accident en plein air? Faire se scratcher un avion? Et causer la mort de plusieurs passagers en même temps que moi? Non, pas question. Mais alors, quoi faire d'autre? Rester aussi, au Mexique, et attendre que la mort frappe à ma porte? Pas question non plus. Si je dois quitter ce monde et aller les rejoindre, je le ferai moi-même. Vous voyez, ce qui est bien au Mexique, c'est qu'on peut se procurer vraiment n'importe quoi, y compris des armes à feu. Pendant que je vous écris ces dernières lignes, tout est prêt. Avant de partir, je vous dirai bien qu'il faut toujours faire attention, que la nuit, si vous voyez un bus, qu'il ne faut pas monter dedans, ou qu'il ne faut pas regarder derrière vous quand vous descendrez. Mais bon, pourquoi faire? Si vous tombez là-dessus, de toute façon, il y a des chances que vous ne comprenez même pas le français. Et puis, je suis quelqu'un de très sociable. Après tout, si vous voulez me rejoindre, allez-y. Plus on est de fous, plus on rit. Pour ma part, je passe devant dans le bus. Je vais m'asseoir au fond. Je vous garderai une petite place assise juste à côté de moi. Elle sera bien chaude et on passera l'éternité à raconter plein de bêtises ensemble. Allez, venez, ça sera super. Dans un pensionnat de filles où nous tairons le nom, un groupe de jeunes filles attendent impatiemment, comme chaque jour, la sonnerie de midi. Car pour elles, cette sonnerie signifie non pas aller déjeuner, mais plutôt à aller s'exercer à leur petit jeu favori. Un petit jeu tout simple, tout bête, qui consiste uniquement à se rendre aux toilettes du dernier étage et essayer d'y franchir la porte des WC tout au fond sans trébucher. Un exercice tout bête, vous me direz. Mais pour une raison qui échappe à tout le monde, tous ceux qui essayent ratent à chaque fois. À chaque coup, les filles essayent d'enjamber, de sauter, de courir, mais systématiquement, elles trébuchent sur rien, elles tombent et les autres se moquent d'elles. Des petits rires tout bêtes, rires bien méchants, des petites bêtises entre copines. Mais Margot, elle, reste à l'écart, elle ne joue pas. Pourquoi, me direz-vous? D'ailleurs, toutes ses amies lui demandent: pourquoi ne joues-tu pas? Mais elle ne répond pas, elle reste là, dans son coin, timide, triste, angoissée. Le jeu se termine toujours rapidement, 10 à 20 minutes, juste le temps de rigoler un petit peu, puis elles retournent leurs activités. Mais Margot, elle, ne jouera toujours pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni aucun autre jour. Vous vous direz peut-être que Margot n'est pas joueuse ou est extrêmement timide, mais elle, si elle pouvait parler, elle vous répondrait tout simplement qu'elle est la seule à voir cette horrible créature qui reste assis dans le bord des toilettes et qui s'amuse systématiquement à attraper les jambes des jeunes filles dès qu'elles passent devant elle. Et à chaque fois, elle pousse ce petit rire affreux quand elle voit la bande qui repart tranquillement sans se méfier de quoi que ce soit. Bonjour, je m'appelle Georges.
Je suis un chasseur professionnel. Aujourd'hui, j'étais parti pour ma plus grande chasse et ma plus grande merveille. Enfin, ce fut plutôt ma plus grande erreur. Laissez-moi vous expliquer. Il y a une semaine de cela, j'ai été contacté par les habitants d'une petite commune dans les montagnes des Alpes. La grande majorité de ces habitants sont quasiment tous des éleveurs, de brebis, de vaches, enfin, tous les animaux que vous voyez dans la montagne. Mais depuis quelques jours, ils ont énormément de soucis avec ce qu'ils pensent être un loup ou un ours. Ils ne savent pas trop. Tous leurs troupeaux se font quasiment décimer par cette créature qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est. Les traces retrouvées sur les cadavres des animaux ne sont jamais très clairement identifiées. La police et la gendarmerie se passent mutuellement le dossier chacun à leur tour, disant à chaque fois qu'ils n'arrivent pas exactement à identifier ce que c'est. Donc ils accusent un coup un loup, un coup ils accusent un ours, un coup ils accusent un vautour. Enfin, qu'est-ce qu'un vautour ferait? Enfin, ils essayent juste de trouver une explication. Ce qu'ils n'arrivent jamais à faire, mais ils essayent de rassurer la foule, comme d'habitude. Et c'est à ce moment que j'entre en scène. Ma grande réputation de chasseur s'est apparemment fait un nom dans toute la France, voire même dans toute l'Europe. J'ai donc commencé mon investigation, comme j'aime bien l'appeler, car oui, pour moi la chasse ne se limite pas tout simplement à entrer dans les bois avec son fusil ou dans la montagne, pour la situation, et de tirer sur la première bête qu'on voit en espérant que c'était celle-ci. Non, pour moi la chasse est plutôt quelque chose de long, de fastidieux, d'encourageant, de motivant, j'ai envie de dire. Je cherche, je regarde, je relève les indices, comme un petit détective quand on y réfléchit. Je demande à certains témoins, à des éleveurs, qu'est-ce qui s'est passé, s'ils auraient vu ou entendu des choses, les habitants du village. En tout, comme ça, j'ai dû passer une bonne semaine à chercher la moindre petite information, le moindre petit truc qui pouvait m'aider à comprendre pourquoi cet animal s'en prenait autant au bétail. Voyez-vous, depuis mes longues années de chasseur, j'ai appris un truc sur les prédateurs. S'ils s'attaquent au bétail, ils sont soit désespérés ou soit très affamés. Beaucoup croient que ce sont que des animaux stupides, mais croyez-moi, ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils se mettent en danger quand ils s'approchent de l'homme. Donc, j'ai soit affaire à un loup errant, chassé de sa meute, un vieux mâle solitaire, ou un ours qui essaye de faire sa loi, comme un petit jeune, vous voyez, un adolescent, je dirais. Il essaye, comme ça, de provoquer les éleveurs. Enfin, c'est ce que je pensais. Il y a 2 jours de ça, je suis arrivé à une petite ferme, gérée par un vieux couple de fermiers. Comme d'habitude, j'ai commencé à discuter un petit peu tout avec eux. La pluie et le beau temps, comment allaient les animaux autour de chez eux, vous voyez, pour m'être un petit peu à l'aise. Mais je suis quand même assez vite entré dans le vif du sujet. Je n'avais pas non plus tout mon temps. Ce couple m'a parlé d'un animal que j'avais entendu de nom, il y a bien longtemps de cela, comme n'importe qui d'autre, une simple légende qu'on a tous entendu parler autrefois. Ils m'ont parlé d'un animal qu'ils appelaient le dahu. Oui, c'est ça, le dahu. Vous devez peut-être le connaître. Cet animal qui ressemblerait à une chèvre des montagnes, qui aurait les pattes de droite ou de gauche, je ne sais plus, qui serait plus courte d'un côté, qui permettrait de l'aider à monter, comme ça, gravir les montagnes. Quelle histoire complètement idiote, je me suis dit. Enfin, je n'allais quand même pas les contredire. J'ai donc continué ma conversation comme ça avec eux, une petite vingtaine de minutes, puis je suis reparti. En retournant à mon hôtel, j'ai relevé toutes les notes que j'avais prises ce jour-là de tous les habitants, et c'est en dernier que j'ai repensé justement à ce petit couple de vieux qui m'avait raconté cette histoire du Dahu. Quelle idiotie, je me suis dit, j'ai vraiment perdu mon temps avec eux. Mais enfin, de toute façon, il n'y avait plus rien à voir dans cette zone-là. Cela faisait déjà plusieurs jours que je restais à l'hôtel. Maintenant, il fallait passer à l'action. J'avais récolté suffisamment d'indices auprès de tous les habitants pour savoir plus ou moins où je devais chercher. Ma recherche se passera au milieu des Alpes. Non pas au sommet, mais beaucoup plus bas. Il y a comme une petite forêt. Je suppose, si un animal devait s'y cacher, ça serait là qu'il serait. En tout cas, tous les indices collent vers cette zone.
Pour y arriver, j'ai dû passer par plusieurs chemins très abrupts et très escarpés. Je pense donc que je n'aurai pas beaucoup de visites ces jours-là. Enfin, du moins, je l'espère. Je n'ai vraiment pas envie d'être dérangé durant ma chasse. Je suis arrivé là-bas milieu d'après-midi. Je n'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour moi. J'ai juste installé mon campement, posé une petite caméra ou deux pour surveiller les alentours, prendre des photos des animaux qui pourraient éventuellement y avoir. On ne sait jamais, je le filmerai pendant la nuit. Puis, je me suis reposé. La marche et la montée ont vraiment été trop fatigantes. Je ne chasserai pas ce soir. Je n'ai d'ailleurs pas attendu très longtemps pour découvrir ce que je cherchais. Mais dans le fond, je crois maintenant que je sais ce que c'est, que j'aurais préféré ne jamais le savoir. Le lendemain, à mon réveil, la première chose que j'ai faite, c'est justement aller récupérer tous mes pièges et vérifier si oui ou non j'avais une petite photo ou une petite vidéo durant la nuit, en croisant les doigts pour que j'arrive à choper au moins une petite image, un petit indice, quelque chose. Malheureusement pour moi, rien du tout. Bon, je m'y attendais de toute façon. On ne peut pas gagner à tous les coups malheureusement. J'ai donc passé la journée à me promener, à regarder, à observer, bref, une reconnaissance du terrain. J'ai remis tous les appareils photo et même j'en ai rajouté plusieurs, tous ceux que je n'avais pas eu le temps d'ailleurs d'installer durant la nuit précédente pour augmenter mes chances. Mais je peux vous garantir que ce jour-là, je n'étais vraiment pas serein. J'ai passé toute la journée à regarder derrière moi. J'avais l'impression qu'on me regardait, qu'on me suivait, qu'on m'observait de loin. Chaque petit grincement, chaque petit bruit, chaque craquement de branches derrière moi était à chaque fois quelque chose d'insupportable. Une fois, deux fois, trois fois, mais constamment, toute la journée, toutes les heures, chaque minute, constamment. Cette chose voulait que je la voie. En tout cas, je savais qu'elle était là, c'était sûr. Je ne sais pas exactement ce que je recherche, mais je peux vous garantir qu'il sait être discret et il sait quand se faire remarquer. Je ne le vois pas, et c'est exactement ce qu'il veut. Mais il veut que je sache qu'il est là. Il va avoir une sacrée surprise, parce qu'il ne sait vraiment pas sur qui il a tombé. Enfin, ça aussi c'est ce que je me disais au début. J'étais trop confiant de moi, je pense. Beaucoup trop. L'expérience du chasseur. On baisse sa garde. On ne fait plus attention. La nuit tombée, je suis d'abord retourné à mon campement. Passer la journée dans les bois, ça creuse, il faut bien l'avouer. Donc j'en ai profité pour manger un morceau et après je suis reparti. Je pense que la créature m'a justement perdu de vue à ce moment-là. Elle ne voulait sûrement pas me suivre. Pourquoi, je ne sais pas. Elle était retournée à ses occupations. Maintenant, c'était mon tour de la rechercher. J'ai passé les 3 premières heures dans les bois, à tourner en rond, à bien regarder chaque sentier bien méticuleusement pour être sûr de couvrir le plus possible de zones. C'est à peu près à 4 heures du matin que j'ai commencé à entendre un bruit très familier. Une chèvre des montagnes. Tiens, il se promène par ici? Bon, pourquoi pas. Elle a dû se perdre. Elle s'est arrêtée dans cette petite forêt. Remarquez, ça me tiendra compagnie au pire. Mais quasiment quelques instants après, j'ai entendu un autre cri. Ça, c'était pas une chèvre, je me suis dit. Une énorme montée d'angoisse m'a traversé le corps. J'ai pourtant tout chassé qu'il pouvait y avoir. Enfin, je pense avoir tout chassé ce qui était légal. Des lions, des hyènes, tout. Mais là, qu'est-ce que c'était que ça? Oui, je vous l'avoue, j'ai eu peur. Et j'ai d'abord pensé à faire demi-tour, à reprendre mes affaires et à partir. Mais je me suis souvenu que j'avais toujours eu cette sensation de peur énorme à chaque fois que j'entendais un nouveau prédateur. Et comme à chaque fois, j'ai réussi à surmonter et je suis parti dans cette direction. Enfin, ce qui me semblait être la direction d'où provenait le cri. Par chance pour moi, il retentit une troisième fois. J'avançai le plus lentement que possible. Sans faire le moindre bruit, je me dirigeai le plus lentement et discrètement que possible de la source du bruit. Il ne me semblait pas très loin, mais j'entendis encore une fois cette pauvre petite chèvre, qui devait s'avoir perdue. Et je pense que c'est la dernière fois que j'ai dû l'entendre. J'ai quasiment entendu le cri une quatrième fois, juste après. Je découvris une petite clairière
en plein milieu de la forêt. Et c'est là que j'entendis la chèvre. Mais malheureusement pour elle, quand je suis arrivé sur place, elle n'était plus là, enfin, plus entière. Et c'est là que je le vis, pour la première et la dernière fois de toute ma vie. Et je dois vous avouer que c'était déjà la fois de trop. Une grande créature, d'au moins 2 mètres. Elle était là, en plein milieu, en train de manger la chèvre. Cette ignoble créature, avec des cornes, d'ignobles crocs. Elle avait saisi la chèvre à la gorge, l'avait soulevée du sol et lui mangeait l'intérieur de l'estomac. Le sang, les tripes dégoulinaient par terre. Une odeur horrible se dégageait et je l'entendais manger lentement le pauvre animal qui devait déjà être mort. Je vous l'avoue, vraiment, j'ai eu très peur. Cet animal n'avait rien, mais rien du tout de commun. Cette créature ignoble était là en train de manger ce pauvre animal d'une façon que je n'arrive même pas à trouver mes mots, tellement que c'était atroce. J'ai déjà vu tant d'animaux manger, mais là, c'en était écœurant, c'était aussi horrible qu'elle. Je fis demi-tour aussi lentement et discrètement que possible, au pas de l'escargot. Je ne pouvais pas le décrocher des yeux. Je voulais courir, mais je savais que j'étais sur son terrain de chasse. S'il me remarquait, j'étais mort. J'ai donc continué à le regarder tout en faisant lentement marche arrière, pas après pas, jetant légèrement des petits coups d'œil juste à mes pieds pour être sûr de ne pas me faire repérer. Dès que je fus à bonne distance, enfin, ce qui me semblait être à bonne distance, je fis rapidement demi-tour et je courus, aussi vite que je pouvais. Dans ma fuite, je fus un raffut pas possible. C'était la première fois que j'étais aussi bruyant. Et je crois bien que la créature l'avait remarqué. J'entendis une nouvelle fois son cri. Il m'avait entendu. Je courus encore plus vite que je pouvais. Je me suis même d'ailleurs surpris de pouvoir courir aussi vite. L'instinct de survie est donc bien plus fort que je pouvais penser. La créature était derrière moi. Elle me suivait. Elle me collait. J'avais certes une bonne avance sur elle. Mais est-ce qu'elle courait vite? Est-ce qu'elle se déplaçait très rapidement et à l'aise dans la forêt? Je ne le savais absolument pas. Elle pouvait aussi bien me rattraper, comme elle pouvait aussi bien me perdre. Je ne savais pas du tout, je ne connaissais rien d'elle. J'étais vraiment très mal à l'aise. Je suis en quelques instants passé du chasseur au chassé, et croyez-moi que cette sensation était extrêmement désagréable. J'ai couru pendant ce qui me semblait une éternité, avec une énorme angoisse. J'ai très souvent voulu me retourner. Au pire, j'étais armé. S'il était là, je tirais. Mais c'est encore pareil. Était-il résistant? Trop de questions étaient dans ma tête. Je ne savais pas quoi faire. J'ai donc continué à courir le plus vite que possible. J'ai abandonné mon matériel et j'ai couru à ma voiture. Mais malheureusement pour moi, ma voiture était garée à 4 bonnes heures de là. Et repasser tous les sentiers battus et toutes les côtes que j'avais fait en courant était impossible. J'ai donc couru comme ça pendant une bonne heure. Je me suis arrêté, malheureusement pas de gré. Je n'avais absolument plus de force. Pourtant j'étais très endurant, j'étais un solide gaillard qui avait fait tous les parcours du combattant possible imaginable. Mais là j'en pouvais vraiment plus. Je me suis écroulé par terre, et par chance, il avait arrêté de me suivre. J'ai dû attendre 10 minutes, comme ça, pour reprendre mon souffle. Puis, dès que j'ai pu, j'ai recommencé ma course, jusqu'aux obstacles où il fallait prendre son temps pour descendre, sinon c'était la chute assurée. Je descendis de la montagne. Cela me prit beaucoup plus de temps qu'à l'aller. Je n'arrêtais pas de trembler. Beaucoup de mes membres étaient presque paralysés par la peur. J'ai même manqué de m'évanouir à plusieurs reprises. Mais au bout de 5 bonnes heures, ce qui m'a semblé des jours et des jours de marche, tellement que cela était horrible et abominable, je suis finalement arrivé à ma voiture. Et j'ai roulé le plus loin que possible. Je ne me suis même pas arrêté pour faire un plein d'essence. J'ai juste roulé, en ligne droite, je ne pensais à rien du tout. Mais vraiment à rien. Cette nuit a été la plus atroce et la plus horrible de toute ma vie. Je me suis arrêté en panne d'essence, sur le bas-côté de la route. Ce n'est que quelques heures plus tard, lorsque j'ai totalement repris mes esprits, j'ai appelé une dépanneuse pour qu'elle vienne me chercher. Tout le long du trajet que je faisais avec le dépanneur, qui ne voulait absolument pas me parler parce que je l'avais dérangé durant son jour de congé, je ne pus m'empêcher de repenser à cette créature. Je la revoyais
exactement comme si que je la voyais maintenant tout de suite. Et ce que je peux vous dire, c'est que oui, le Dahu existe. Et non, il n'est vraiment pas comme la légende le raconte. Ce n'est pas une chèvre, c'est un mangeur de chèvres, ou même d'autres choses. S'il m'a poursuivi, c'est qu'il avait sûrement une bonne raison. Je ne retournerai plus jamais là-bas. Les fermiers, ils se débrouilleront, mais plus jamais, je ne retournerai dans les Alpes. Je ne veux plus jamais revoir le Dahu, et qu'on ne me parle plus de sa chasse. Les liens entre les membres d'une même fratrie sont une énigme. Bien souvent, au sein d'une même famille, les fratries se mettent en constante compétition avec des activités malsaines, alors que les choses pourraient être simples, si simples. Mon frère Rémi n'était pas de ce genre-là. Nous avions toujours eu un rapport complice. Il me montrait sans cesse des jeux à faire à la maison. Ma mère ne comprenait jamais et s'énervait beaucoup en qualifiant mes loisirs de bêtises dangereuses. Mais mon frère était toujours présent pour arrondir les angles en prenant ma défense. Réellement, je vous le dis, on devrait tous avoir un grand frère modèle. Lorsque j'ai grandi, les choses ont quelque peu commencé à changer. Il ne me poussait plus vers ces sources d'amusement solo. Il voulait à présent jouer avec moi, être à mes côtés pour mieux me guider. Inutile de vous dire que j'étais aux anges. Un jour, alors que j'avais 6 ans, Rémi s'est approché de moi en catimini et m'a chuchoté à mon oreille. Hé frérot, tu voudrais t'amuser et devenir un grand? Un vrai de vrai? Il souriait gentiment, une main derrière le dos, comme s'il cachait quelque chose. De l'autre, il m'a fait signe de venir avec lui. Flatté et amusé, je l'ai suivi. Arrivé dans sa chambre, on s'est assis l'un en face de l'autre sur le parquet. Il a alors posé des petites sphères rouges sur le sol. Indiana Jones en personne croque des bonbons avant de partir en mission, me dit-il. Il est tellement costaud qu'il les mange par 5. Toi aussi, t'es un guerrier, frérot. D'un geste, il posa les friandises vers moi. Peu rassuré, j'ai secoué la tête. J'ai jamais vu qu'il se nourrissait avec ces machins dans le film, lui dis-je. C'est parce qu'il les cache, pardi. Il va quand même pas montrer toutes ses astuces à tout le monde. Mais Indiana Jones le sait. Moi je le sais. Et toi aussi maintenant. Comme mon idole, je voulais être un guerrier. Alors j'ai enfourné les 5 bonbons en même temps et j'ai croqué. Un feu a envahi ma bouche, brûlant ma langue et mes gencives, alors que mes lèvres se mettaient à enfler. La brûlure s'est étendue jusqu'à ma gorge, tandis que je me mettais à tousser et à suffoquer. Ma mère, qui était en bas, a entendu mon corps tomber lourdement sur le sol. Elle a grimpé l'escalier, couru dans le couloir et pénétré dans la chambre de mon frère. Elle a aussitôt été renseignée par mon frère qui lui dit « Il a avalé de travers. Je ne sais pas ce que je dois faire. » J'ai passé quelques heures à l'hôpital. Cependant, les médecins ont dû rassurer ma mère que je n'avais rien, car dans la journée, j'étais de retour chez moi. Les jours suivants, c'était comme si que mon sens du goût avait été altéré. De toute façon, la brûlure qui persistait dans ma bouche m'a dégoûté pendant un moment de l'acte de manger. Quant à mon frère, il se répandait toute la journée en s'excusant. Il s'était trompé dans le choix des bonbons et avait pris des friandises totalement différentes à celles du film. Je m'en voulais de l'amener involontairement à se justifier. Après tout, on devrait tous avoir ce genre de grand frère exemplaire. De tous les endroits de la maison, le grand escalier en bois, dont notre mère nous avait formellement interdit l'accès, avait fini par devenir le lieu préféré de mon frère. Un soir, il s'est rapproché de la première marche, des craies et un chiffon à la main. Il s'est ensuite tourné vers moi et me dit « Tu voudrais retomber? Retomber en enfance ?» Il avait cet air énigmatique sur le visage. Admirant le vieil escalier, je lui répondis « Maman nous a interdit d'y aller. Elle dit que c'est dangereux. » « Maman dit ci, maman dit ça, » répondit-il agacé. « Espèce de poule mouillée. Elle n'est pas ici, en cas où tu ne l'as pas vue. Donc, on a le champ libre. » J'étais déjà prêt à éclater en sanglots, et j'ai regardé mon frère avec de plus en plus de réticence.
Rémi avait rarement été dans cet état d'agacement et de rébellion. Il a ignoré mon regard et a tracé à la craie des chiffres, des traits et des spirales sur la première marche. Et le jeu du jour est, dit-il en mimant un mouvement de frappe violente sur un tambour imaginaire. La marelle. Paniqué, j'ai jeté un œil vers l'escalier et sans jeu insensé. Je ne veux pas jouer, lui dis-je. Oh que si, tu vas le faire, me répondit-il. Moi, je vais m'amuser. Ton rôle en tant que frangin, c'est de venir jouer avec moi. Allez, c'est facile. Je commence pour te montrer l'exemple. Il est venu se placer sur la première marche, puis s'est cramponné à la rampe de l'escalier et a sauté sur la deuxième en équilibre sur le pied droit. Il a ri et est revenu vers moi. Rapide, simple et efficace. Rien qu'une marche. Une seule. Mais pour ton tour, on va juste corser les choses. Il s'est penché et s'est mis à défaire mes lacets. Les larmes aux yeux, je les regardais faire. Lorsqu'il s'est redressé, il m'a regardé avec un grand sourire. Un sourire qui, étrangement, me dérangeait. Rappelle-toi, rien qu'une marche, me chuchota-t-il. Malgré toutes mes peurs, toutes mes réticences, la volonté tenace d'épater mon frère l'avait emporté. Je me suis positionné sur la première marche. J'ai serré la rampe et sauté sur la deuxième, m'appuyant sur mon pied droit. Mais alors que je m'apprêtais à souffler, la voix autoritaire de mon frère s'est élevée. Encore. J'ai baissé la tête sur la marche suivante, qui me paraissait trouble. J'ai pleuré, et des larmes de peur ruisselant sur mes joues mouillaient l'escalier. Allez, saute encore, me redit-il. J'ai donc fait ce qu'il me disait. J'ai sauté sur la troisième marche, prenant appui sur mon pied gauche. Lorsque ma cheville a touché le rebord, j'ai immédiatement regretté. Mon pied manquant l'appui a dérapé sur celui-ci et tout mon corps s'est retrouvé projeté en avant. Dit comme ça, 3 marches, ça semble peu. Mais pour un enfant de mon âge, ça représente une chute terrifiante. J'ai dégringolé douloureusement l'escalier, alors que mon corps se tordait dans un enchevêtrement bizarre de pieds, de bras et de mains tordus dans des angles improbables, le tout accompagné d'un concert de craquements que j'aurais préféré oublier. Alors que j'étais là, étendu en bas des marches, je pouvais entendre mon frère rire et crier. Encore, encore. Voilà un an que je suis coincé dans un fauteuil roulant, sans même savoir pourquoi. Mon grand frère est toujours aux petits soins avec moi, mais notre complicité a changé. Il refuse qu'on joue ensemble, ou de me lancer des défis comme avant. Il dit qu'il est sûr qu'il gagnerait, et qu'il n'a donc aucun intérêt. Oh, et autre chose. Un bébé est venu agrandir les rangs des garçons de la famille. Je regarde d'ailleurs souvent Rémi s'occuper de lui. Peut-être enfonce-t-il un peu trop loin le biberon dans sa bouche, et peut-être le berce-t-il un peu trop fort, mais je sais qu'il n'est pas moins un frère exemplaire. Le soir, je l'entends chuchoter à l'oreille du nouveau-né. Je jouerai avec toi tous les jours, et je te laisserai gagner. D'une certaine manière, ça me fait chaud au cœur. Ce petit aura une chance phénoménale de pouvoir jouer avec un tel frère, comme j'en ai moi-même eu. J'espère que vous aussi, vous avez un Rémi, un grand frère dans votre famille. Je le souhaite à tous, de tout cœur. Après tout, on devrait tous avoir un grand frère comme modèle. Connaissez-vous l'histoire autour de l'égout de Rattenwater? Non? Rien d'étonnant. La plupart des férus d'horreur ne jurent que par l'existence des catacombes de Paris. Un tas de creepypastas circulant autour de ces lieux, toutes plus atroces les unes que les autres. Mais ce ne sont que des légendes urbaines, n'est-ce pas? L'égout échappe à ces épouvantables élucubrations. Même si un de ces couloirs est un accès direct au cœur des abîmes parisiennes, l'endroit est sain. J'en suis certain.
Dans ma ville, les crédules parlent de l'égout en ce terme. Labyrinthe sans fin, aux saumâtres poisseuses, qui semblent vous engloutir pour ne jamais vous laisser échapper. Je suis d'un naturel intrépide, stupide, inconscient. Appelez ça comme vous voulez, mais pour Halloween, je veux juste faire une visite de ces lieux et les filmer. Après tout, le grand frisson, n'est-ce donc pas ce que nous recherchons tous? Le soir venu, je m'approche avec tout mon attirail. Lampe torche, téléphone portable et une caméra légère dans mon sac à dos. Mais pas mes lunettes de plongée. Je ne plaisantais qu'à moitié. Vous allez devoir nager encore et encore, disait-il. Aucun problème. Le papillon n'a aucun secret pour moi, même sans ses lunettes. La plaque d'égout est d'un verdâtre poisseux, totalement agglutiné dans son orifice. Je m'échine à la dégager dans une avalanche de bruits de succion dégoûtante. Je saute alors vers l'inconnu, dans un antre sombre presque sans fond. Je tombe les 4 fers en l'air en un craquement atroce. Immobilité et douleur momentanée. Dans mon malheur, j'ai de la chance. Mon dos est endolori, mais indemne. Mon sac à dos amortit la chute. Mes affaires et ma caméra sont désormais inutilisables. Je ne peux plus filmer mon aventure. L'eau noirâtre et agitée de l'égout m'arrive jusqu'à la taille. J'avance à tâtons pendant plusieurs mètres. Mes pieds dérapant, bien que je sois chaussé de mes meilleures baskets, elles n'ont aucune adhérence. À chaque pas, mes jambes heurtant des corps mous et visqueux qui semblent se désintégrer. Je suis au comble de l'horreur. Bientôt, je n'ai plus pied. Alors, dans cette eau vaseuse et trouble, je dois nager. Cela doit faire 1 heure ou 2 que j'évolue dans ce dédale dégoûtant. Je suis perdu et épuisé. Je commence à me noyer dans tout cet espace. Le temps file sans que je ne le sache. Ma montre est cassée. Je n'ai alors même plus d'espace-temps. Autour de moi, l'odeur devient de plus en plus pestilentielle. Peut-être provient-elle de ces choses flottantes, des... Les cris sont de plus en plus nombreux et correspondent au couinement excité des rats qui envahissent les couloirs de l'égout. Ils sont peut-être une bonne centaine. Ils sont hideux. Certains ont des oreilles déchiquetées, signe de lutte acharnée entre eux. La plupart ont des touffes de poils manquantes, la gale. Et leur taille, mais leur taille! Même de là où je suis, j'arrive à les voir. Ils s'apparentent en plus à des ragondins qu'à des simples rats. Je suis libre de nager le crawl rapide pour sauver ma peau. Inutile, les rongeurs sont d'excellents nageurs, bien plus que moi. Et eux aussi ont leur propre instinct de survie, la faim démesurée. Je nage, en vain. Mes mouvements de jambes sont rapides, rapidement meurtris. Tous les quick cris sont déjà dans mes oreilles. À l'arrière des incisives animales, se cachant des langues gluantes et immenses. Je les sens. Elles sont anormales et râpant les lobes de mes oreilles. Les dents des rongeurs me cisaillent. Néanmoins, au-delà de la douleur, je ressens toujours cette langue qui ergote les mots. Peut-être qu'en plus de ne plus avoir pied, je perds la tête. Mais je suis persuadé d'entendre un jargon humain parmi tous ces bruits bestiaux. Enfin, un autre son a lieu et précipite la fin de mon malheur. Comme un rappel, un énorme boom fait rassembler la horde des ragondins en 2 rangs distincts. Je ne suis plus dévoré, mais mon répit est de courte durée. Quand on croit le comble de l'horreur atteint, elle nous attrape et nous entraîne dans ses tréfonds. L'ouvrière de l'horreur apparaît devant moi. Elle porte un ersatz de pantalon bleu sanglant, déchiqueté aux genoux. Je parle de genoux, mais ses jambes n'ont plus aucun caractère humain. Elles sont bizarrement courbées, puissantes, couvertes d'un poil touffu et gris. Aux extrémités des doigts, d'immenses griffes mi-terreuses, mi-verdâtres. Campée sur ses pattes arrière, la créature hybride se déplace vers moi en saut lourd. Je voudrais quitter cet enfer, mais mes propres jambes sont immobilisées par une douleur puissante. Horrifié, je tente de vérifier le bas de mon corps, mais tout ce que j'aperçois est un appendice qui traîne jusqu'au sol. Une queue de rat atroce d'une 30aine de centimètres. Le nouveau prolongement de ma colonne vertébrale est ensanglanté et picoté d'un duvet gris. Le monstre avance vers moi en dodelinant le haut de son corps.
un organisme improbable fait de cellules humaines et animales. Le torse est bosselé de cratères de sang coagulés, de termes humaines creusées et de vallées grises velues. Quick, vite, quick. Les vocaloïdes stridentes viennent de la tête du rongeur humain. Mais quelle foutue tête! Même la main poilue ne parvient à cacher l'atrocité des détails. Les yeux maquillés ont encore ce bleu lavande, mais sont perdus au milieu d'hideux attributs. Des lambeaux de chair pendent encore ici et là. Les oreilles sont charcutées, réduites à des trous sombres. Le museau long et hirsute se finit par des narines roses d'un humain. Les lèvres féminines et pulpeuses cernant les incisives jaunes. La bouche forme bientôt des paroles claires. Quick, tu seras organique. Quick, l'instant sera magique. Quick, nous nous unirons en un acte érotique. À mesure que la rate humaine approche avec une allure qui se voudrait séduisante, mon corps convulse encore et encore. Je hurle. Ma peur épouse ma souffrance. La rate avale mes dernières pensées et mes ultimes cris. Au sein de l'égout, dans un concert de vite et de quick, l'eau est tout ce qui découle, transcendant tout. Connaissez-vous l'histoire de l'égout de Rattenwater? Toujours pas? Vous devriez. Poussés par quelques rumeurs, des youtubeurs vont dans ce lieu tout proche. Les catacombes de Paris pour les explorations urbaines. Certains ont peur de l'eau vivace, avec le risque de se noyer que cela implique, alors que d'autres sont perturbés par les bruits inqualifiables. Mais ils ignorent que le réel danger sont les rats venant de l'égout de Rattenwater. Des rats d'un autre genre. L'innocence est vraiment la plus belle des choses qu'il peut y avoir sur Terre. On ne pense pas à ce qu'il y a autour de nous, on n'y fait pas spécialement attention. On ne porte pas attention aux malheurs, aux problèmes, ou à la détresse des autres, ou encore moins, un lieu extrêmement étrange qui se trouve non loin de chez vous. Et il y avait justement un petit lieu comme ça près de chez moi, enfin, près de chez mes parents, autrefois. Nous habitions il y a fort longtemps de ça, 2-3 décennies, je dirais. Une petite commune, basée dans... Qu'importe. La seule chose importante de cette commune à retenir, c'était que ces deux entrées étaient principalement reliées par deux ponts. Traverser un pont de nos jours est quelque chose d'extrêmement simple, me direz-vous. Mais quand l'un de ces deux ponts est un accès direct vers la mort, cela est une autre histoire. Dans les premières années de mon enfance, voire même jusqu'à mon adolescence, mon père me faisait souvent remarquer, quand nous passions sur ce pont, que les barrières de sécurité sur les côtés étaient très souvent en réparation. J'ai même honte de le dire quand j'y repense maintenant, mais il en faisait souvent des blagues. Sa phrase préférée était toujours la même. Tiens, regardez, quelqu'un a encore fait le grand plongeon. Mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Je vous rassure, aucun membre de ma famille n'y a passé. Ce fut mon meilleur ami. Il s'appelait Jean. Il venait tout juste d'avoir 18 ans. Comme tout bon jeune qui se respecte, il a voulu profiter de son permis pour aller faire un tour au McDo. Il voulait juste faire l'aller-retour. Moi, je n'avais pas envie d'aller avec lui. J'étais trop occupé à finir ma partie de jeux vidéo. Donc, il prendrait à emporter. Ce qui devait être pour lui une course qui devait au grand maximum durer une trentaine de minutes, dura finalement toute sa vie. Ce n'est que 3 ans plus tard, quand mes parents déménagèrent de cette petite commune, que je partis moi aussi. Je ne les ai pas rejoints, je suis parti de mon côté, pour prendre mon envol, comme certains diraient. J'ai déménagé à une petite vingtaine de kilomètres de là. Certes, je n'aimais pas cette ville, mais j'avais encore plusieurs amis ici. Je ne voulais pas les quitter définitivement. J'ai donc continué à faire la navette entre les deux villes, comme ça pendant 4 ans. Mais la semaine dernière, tout a changé. Alors que je faisais la route pour aller voir un ami, je suivais une voiture sur la route, d'un peu trop près, je l'avoue. Mais au moment de passer tous les deux sur ce maudit pont, elle tourna brusquement sur la droite, sans aucune raison,
et fit elle aussi le grand saut, devant moi. Bien sûr, je me suis arrêté. J'ai voulu descendre pour aller voir ce qui s'était passé, voir si la personne allait bien. Mais comme d'habitude, ça s'est résumé à une chute de 4 mètres de haut. L'avant de la voiture a directement atterri sur un grand rocher déchiqueté. Quand je suis arrivé, il n'y avait déjà plus rien à faire, à part admirer un spectacle macabre. J'avais tellement entendu parler de ces accidents et de cet endroit maudit, mais jamais je n'aurais pu imaginer que j'y insisterais. Je suis resté sur place pour appeler les pompiers, faire un peu la circulation. Je ne pouvais quand même pas partir comme ça. C'est vrai que je n'y étais pour rien, mais quand on est le seul témoin d'une scène, c'est dur de ne pas se sentir responsable. Par chance, aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de voitures. J'ai donc pratiquement attendu 10 minutes, comme ça, tout seul. Enfin, je croyais tout seul. Je n'arrêtais pas d'entendre des petits murmures, des petites voix, comme quelqu'un qui m'appelait. Bof, sûrement le vent, je me disais. Il y avait beaucoup d'arbres à côté de moi. Le bruit pouvait venir d'eux, ou même de la cascade un petit peu plus loin, si seulement j'avais pu imaginer. La police et les pompiers sont arrivés quasiment en même temps. J'ai bien sûr fait une déposition, raconté toute la scène. En temps normal, j'aurais passé comme suspect numéro 1, mais la police était tellement habituée à ce pont. Ils n'ont même pas porté attention. Ils ont juste pris mon nom, mon prénom, écrit tout ce que je leur avais raconté, puis ils m'ont laissé partir. Mais je n'arrêtais pas de repenser à ces voix. C'est vrai que ça pouvait être le vent, mais quand même, j'ai eu finalement ma réponse hier. Mon ami avait été un peu dégoûté que je ne puisse pas passer chez lui l'autre jour. Il m'a donc relancé l'invitation, mais cette fois-ci pour aller voir un film au cinéma. Comme nous étions le week-end, il avait décidé de prendre la dernière séance, celle à 22h30, celle que je déteste le plus. J'ai horreur de rentrer vers 1h ou 2-3h du matin. Mais surtout, ce que je détestais le plus, c'est de m'imaginer rouler aussi tard sur cette route et de passer sur ce pont, ce maudit pont. Mais je l'ai quand même fait. Après tout, qu'est-ce que je pouvais risquer? Je suis donc parti de chez moi vers 22h. Nous avions l'intention de nous retrouver directement devant le cinéma. J'avais largement le temps de faire la route. Et si j'arrivais en avance, j'aurais peut-être la chance de choisir le film. Nous sommes en plein mois de décembre. Les journées sont très courtes, et même à 22h, la nuit est déjà totale dehors. Pour éviter d'avoir des problèmes avec ce foutu pont, j'ai décidé de rouler quasiment au pas. Après tout, il n'y avait personne. Encore une fois, pourquoi se presser? J'étais un petit peu en avance. Tant pis pour le choix du film. Je me suis engagé quasiment à 20 km/h sur le pont. Je roulais vraiment au pas. Mais je ne voulais rien du tout risquer. Les souvenirs de cet accident étaient encore chauds dans ma tête. Et je ne voulais pas faire pareil. Arrivé au milieu du pont, j'ai entendu de nouveau ces petits murmures. Plus fort cette fois-ci. Mais c'était impossible. J'étais dans ma voiture. Il n'y a pas de vent. Je me suis pratiquement arrêté. Au début, je ne voulais pas m'arrêter. Mais je suis pratiquement sûr maintenant d'avoir entendu un appel au secours. J'ai directement pilé. Je suis sorti de ma voiture à toute vitesse avec une seule image en tête. L'image de la personne que j'avais vue mourir quelques jours plus tôt. J'imaginais que quelqu'un était en bas, qu'il avait lui aussi fait la chute. Quelques minutes ou quelques heures avant moi. Il avait peut-être survécu. Il était peut-être gravement blessé. Il fallait vite que je l'aide. Je ne pouvais pas rester comme ça. J'ai laissé quelqu'un mourir. Je ne referai pas ça. Hors de ma voiture, les appels à l'aide étaient plus forts. Ils étaient plusieurs. Là, c'était bizarre. J'ai un petit peu reculé au début. Sur le coup, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que c'est tout un bus qui est tombé? Combien y a-t-il de victimes au fond? Mais les appels étaient de plus en plus forts. J'ai donc décidé de passer la tête hors du pont. Au début, c'était surtout par curiosité. Bien sûr, les regarder comme ça agonisant par terre ne changerait rien. Il aurait fallu que je cours directement pour aller les chercher, faire le détour. Mais au lieu de voir une ou deux personnes gisant sur le sol, ou alors se tenant leurs blessures tout en appelant à l'aide, j'ai vu une trentaine de choses que je pourrais appeler uniquement comme des zombies.
Ils étaient tous là, à s'appuyer sur les pieds du pont, à essayer de grimper, tous les bras tendus vers moi. Ils appelaient tous à l'aide. Tous ces gens, ils avaient soit le visage déchiqueté, les tripes pendouillées, des bras et des jambes en moins, mais ils étaient tous là, tous appelés à l'aide. Toutes les victimes de ce maudit pont étaient là. Des hommes, des femmes, des enfants, de tous les âges. Ils étaient tous là, désespérés, ne comprenant pas ce qui leur arrivait. Et au milieu de tout ce petit monde, je reconnus mon ami Jean. Il était là, en plein milieu. Lui aussi m'a reconnu. Il m'appela par mon prénom. Il me supplia de descendre pour venir le chercher, pour venir l'aider. Mais moi, j'étais terrorisé par cette vision. Même si je l'aurais voulu, je n'aurais pas pu. Que pouvais-je faire de toute façon? Le pont m'aurait sûrement emmené, moi aussi. Je ne pensais à rien d'autre que partir, m'enfuir loin d'ici. La seule bonne idée que j'ai eue à ce moment-là, c'est de courir vers chez mon ami. Et maintenant que j'y repense, avoir laissé ma voiture sur le pont était peut-être la meilleure chose que j'ai faite. Et j'aurais pu très bien, moi aussi, faire un crash et aller les rejoindre. Je suis arrivé 10 minutes plus tard chez mon ami, qui m'avait demandé qu'est-ce que je faisais là, en retard, et surtout, pourquoi je n'étais pas devant le cinéma à l'attendre. Je voulais tout lui expliquer, mais je sais qu'il ne m'aurait pas cru. Alors je lui ai juste dit que j'étais tombé en panne sur le pont, et que j'avais dû faire le reste de la route à pied. Le reste de la soirée s'est passé normalement, enfin le plus normalement que possible. J'ai fait semblant de sourire, et je suis resté chez mon ami, ce soir-là, prétextant que je n'avais pas envie de faire le reste de la route à pied, et lui ne voulait pas me ramener de toute façon. Le lendemain, je suis rentré du matin, et maintenant d'autres de mes amis veulent refaire cette soirée, mais je peux vous assurer que plus jamais, au grand jamais, je ne passerai sur ce lieu maudit. Cela s'est passé au mois de juillet dernier. Moi et 3 de mes amis, nous étions partis pour une grosse journée de pêche. Notre programme était simple, passer du temps entre garçons, boire et peut-être pêcher, si nous avions de la chance. L'un de mes amis nous amenèrent dans un endroit qu'il connaissait d'après lui très bien, le long d'une petite rivière, tranquille, loin des regards indiscrets, où nous pourrions faire notre petite fête à nous, à la plus grande des tranquillités. Le coin était très joli dans l'ensemble, une simple rivière qui traversait une forêt. Simple, mais très calme. Nous avions décidé au début de passer uniquement une journée, mais la journée était tellement bien, et nous avions tant bu, nous avions décidé d'y rester tout le week-end. Laissez-moi vous décrire un peu plus ce décor. La forêt était plus élevée que la rivière. Pour y descendre, il fallait descendre le long de grosses pierres, très glissantes, mais pas inaccessibles. Bien sûr, nous avions prévu une tente, en cas où. On s'y attendait à peut-être rester tout le week-end. Donc, nous l'avions installée, à la sortie de la forêt, juste avant les grosses pierres. Nous voulions quand même garder les pieds sur terre, et non pas prendre le risque de glisser pendant la nuit en sortant pour pisser. Nous avions aussi pensé à descendre la tente le long de la rivière, mais le matériel était bien trop lourd. En plus, nous avions amené un barbecue. Pas question de descendre les rochers avec autant de kilos sur le dos. Et encore moins de les remonter. La journée se passa très bien, trop bien même. Finalement, la boisson était beaucoup plus forte que l'on pensait. Nous pêchions, bien sûr, mais c'était juste pour dire le faire, car très franchement, c'était le cadet de nos soucis. Les 3 misérables poissons que nous avions attrapés vers 18 heures avaient directement été préparés sur place et mis au barbecue. Mais de toute façon, un estomac plein de liquide n'a pas besoin d'accueillir de solide. Enfin du moins, il n'a plus la place. Vers 22 heures, nous voulions retourner pêcher. Enfin, retourner le long de la rivière. Nous étions plus à l'aise là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Les reflets de la lune, sûrement sur la rivière. C'est vrai que c'était joli quand on y repense. Même un peu ivre, nous avions réussi à trouver un autre chemin un peu plus praticable qu'à l'aller.
Heureusement pour nous, nous nous aurions cassé la figure de toute façon sur ces rochers. Nous avions quand même pris une canne chacun, pour quand même essayer, on ne sait jamais, une prise de minuit. La soirée se passa très bien. Nous étions tous accolés à un énorme rocher, qui devait faire au moins 5 bons mètres de haut. Nous nous étions mis là, car au moins, si quelqu'un venait à fouiller dans nos toiles de tente, ce qui était peu probable, nous l'entendions. Nous l'entendions venir. Mais nous avons passé le reste de la soirée à continuer de parler de choses et d'autres, surtout de conversations de garçons. Pas la peine de vous dire quoi. Nous n'avions pas beaucoup de lumière avec nous. Nous ne voulions pas être dérangés, et puis de toute façon, on savait très bien que on ne capterait pas dans ce coin. Donc, nous n'avions aucun téléphone sur nous, pas même une lampe de poche. Cela était parfaitement débile. Ça devait être à 2 heures du matin. Nous étions pris dans nos conversations, quand l'un d'entre nous leva la tête pour regarder au niveau des toiles de tente, même s'il ne voyait rien, il voulait quand même jeter un petit coup d'œil, et remarqua une énorme forme. Il nous la fit remarquer en disant « Hé les gars, vous trouvez pas que y a quelqu'un qui nous regarde en haut ?» Surpris, nous regardâmes aussi, et effectivement, il y avait une forme qui n'était pas là tout à l'heure. Ou peut-être, je ne sais pas, je ne sais plus. Avec autant de bière dans le corps, impossible à dire. Nous regardâmes cette forme pendant 10 bonnes minutes, il me semble. Mais elle ne bougeait pas. Bon. Le rocher avait donc une forme plus différente que je pensais, et la bière devait avoir modifié mes souvenirs, ou autre chose. Quoi qu'il en soit, c'était déjà là avant. Nous essayâmes bien sûr de ne pas faire attention à cette forme et de retourner dans nos conversations. De toute façon, elle ne bougeait pas et ne faisait aucun bruit. Quel était le danger? Mais on ne pouvait pas s'empêcher de regarder quand même. Un petit coup d'œil, un petit regard dans sa direction, car nous avions quand même un gros doute. Est-ce qu'il était vraiment là à l'aller? Moi je ne cherchais plus vraiment à savoir, mais les autres étaient quand même très perplexes. L'envie de partir bien sûr se fit ressentir, mais quoi faire? Remonter? Retourner au niveau de nos toiles de tente qui étaient juste à côté de cette forme? Et s'apercevoir que finalement c'était juste le rocher, pour se retrouver bien bête à côté et devoir terminer la soirée plus tôt? Ou alors, remonter, oui, mais que cette forme n'était pas ce qu'elle semblait être, et alors s'exposer à un beaucoup plus gros risque. Après tout, si ce n'était pas le rocher, qu'est-ce que c'était? Sûrement pas un animal. Il ne bougeait pas. Un animal aurait bougé. Oui, je l'avais sifflé. Je lui avais même lancé une pierre, pour déclencher une réaction. Rien du tout. Mais nos conversations ne tournaient plus qu'autour de ça. Le mal-être se fit vite ressentir, et nous décidâmes de partir. Mais dans notre état, nous décidâmes d'abandonner notre équipement, notre tente, notre barbecue, et de revenir le chercher le lendemain matin. De toute façon, ces bois sont complètement vides. Personne ne viendra les prendre. Tout en refaisant le chemin du retour, je gardais quand même un œil derrière moi. Cette forme était quand même très bizarre. Maintenant, quand j'y repense, je peux plus ou moins vous la décrire. On aurait dit quelqu'un qui était penché, à genoux, appuyé sur ses mains, et qui regardait en bas, qui scrutait l'horizon. Enfin, qui scrutait les bords de la rivière. Et s'il y avait eu quelqu'un qui était là, depuis le début, depuis combien de temps il était là? Bof, je chassais ces idées de mon esprit. Mais le lendemain matin, seulement moi et mon meilleur ami, nous arriviâmes sur les lieux pour récupérer tout ce qui était à nous. Et j'ai découvert, avec horreur, oui, la tente était là, oui, le barbecue était là, et tout le reste de nos affaires. Rien n'a été volé, car ce qu'il manquait, et c'est là le plus horrible, penché sur le rebord de la falaise, il n'y avait rien du tout sur la pierre, rien qui y ressemblait. Elle était complètement vide. Quelqu'un
nous avait regardés toute la soirée. Notre histoire se passe dans une grande ville, dont je tairai le nom. Cela n'a aucune importance. Il devait être 22 heures, quand deux amis décidèrent d'aller à une soirée costumée que des proches à eux les avaient invités. Les deux hommes décidèrent de faire quelque chose de très fort, avec de très beaux costumes. Mais le problème, c'est qu'ils étaient très durs à mettre, et très longs surtout. Donc, ils décidèrent de les mettre chez eux. Mais impossible de conduire avec ça. Heureusement, leurs proches n'étaient pas très loin de chez eux. Donc, ils feraient la route à pied. Et puis de toute façon, à 22 heures, qui pourrait-il croiser? Nous sommes en plein mois de novembre. Il fait déjà bien noir dehors. Les deux hommes commencèrent à marcher dans les rues. Mais pour gagner du temps, ils décidèrent de changer leur itinéraire et passèrent par le parc public de la ville. En temps normal, en été ou au printemps, et surtout en pleine journée, c'est un endroit merveilleux, un vrai plaisir de s'y promener. D'ailleurs, ils le connaissent par cœur, et ce soir, quelque chose était différent. Mais ils n'y portèrent pas attention. Ils étaient là, se pavanant dans leurs beaux costumes. Ils les avaient préparés depuis des semaines. Ils en étaient très fiers. Pour éviter de les salir ou de les abîmer, ils restèrent le plus possible dans la lumière publique, afin de s'assurer de ne se prendre aucune branche ou de marcher dans aucune flaque de boue. Cela aurait été bien dommage, à quelques minutes du trajet. Ils étaient pris dans leur conversation de vanité, focalisés bien sûr sur leur costume, quand l'un d'entre eux fut soudainement pris d'une violente crise d'éternuement. Mais c'était bizarre, se dit-il. Il n'était allergique qu'au chat. Et, comme dit l'expression, ce soir, il n'y avait pas un chat. Les deux hommes regardèrent autour d'eux pour essayer d'y voir un éventuel chat errant, ou peut-être même un petit chien. Après tout, l'allergie ne fait peut-être pas de différence. Ils firent une pause et regardèrent, bien attentivement. Bien sûr, ce qu'ils ne voulaient absolument pas, c'était que cette allergie soit due à leur beau costume. Cela aurait été bien dommage. Devoir arriver là-bas et les enlever. Finalement, ils trouvèrent la source des éternuements. Dans un buisson non loin d'eux, bougeait quelque chose de très poilu. Quelque chose de bien trop gros pour être un chat, mais quand même trop petit, trop maigre pour être un chien. Les deux hommes ne cherchèrent même pas à savoir ce que cela était. Ils étaient juste satisfaits que leur costume n'était pas à l'origine de cette allergie. Ils continuèrent leur route. Mais plus ils continuèrent, et plus les éternuements se faisaient forts. Car oui, la créature les suivait. Elle les suivait de plus en plus près. Elle faisait le plus que possible. Attention à ne pas être vue, passant de buisson en buisson quand cela était possible, ou en courant très vite quand elle n'avait pas de cachette. Ras-le-bol de cette invitée surprise, qui n'avait rien à faire là d'après eux, ils décidèrent de passer lentement sous un réverbère afin que sa lumière puisse montrer qu'est-ce que cela, et au moins voir comment réagir avec ce qui semblait pour eux être un gros chat, et rien d'autre. Tout en avançant, ils se demandèrent l'un l'autre, comment va-t-on s'en débarrasser? On lui jette des pierres? Un coup de pied au cul? Mais ils ne firent rien. La créature se montra, pour la première et l'unique fois. Quand ils la virent, ce n'était pas un chat, c'était une immonde créature. De longs poils, gras et sales, couvraient son corps, des yeux injectés de sang, des griffes et des dents crochues, et elle avancèrent vers eux, lentement. Cette créature, qui ne ressemblait à rien, n'avait qu'une seule chose en tête, leur faire du mal. Les deux hommes prirent la fuite, le plus rapidement que possible. Maintenant, leur beau costume n'était plus très important, car au contraire, ils ne pouvaient pas courir dedans, ou très peu. Par chance, tout en éternuant, ce qui le faisait énormément ralentir, l'un des deux hommes essayèrent d'enlever son costume, au moins au niveau des jambes, pour essayer de courir plus efficacement. Mais ils abandonnèrent vite l'idée. Son ami l'attrapa par le bras et ils coururent aussi vite qu'ils pouvaient. Au bout de 10 minutes, ils avaient semé la créature.
Chance pour eux, elle était lente. Tout en continuant leur course, ils cherchèrent un abri. Et ils trouvèrent des toilettes publiques, encore ouvertes à cette heure. Ils y coururent et essayèrent de s'y enfermer. Mais, sans les clés, cela était bien difficile. L'un des deux bloqua la porte, pendant que l'autre essayait d'attraper son téléphone pour appeler la police ou ses amis, n'importe qui, mais de toute façon, il fallait que quelqu'un vienne les sauver. Mais encore une fois, leurs beaux costumes les dérangèrent. Car oui, ils avaient leur téléphone, mais ils étaient rangés sous ce qui faisait le plus leur fierté, donc inaccessibles. L'autre homme lâcha la porte, et lui aussi essaya d'attraper son téléphone. Les minutes passèrent, et les hommes étaient pris de panique. Ils comprirent que les secours ne viendraient jamais. Pris dans leur dernier élan de panique, ils étaient tous les deux en train d'essayer de s'arracher mutuellement leurs costumes. Mais ils étaient tellement pris dans cette activité qu'ils ne firent pas attention à la porte, jusqu'à ce qu'elle s'ouvrit lentement avec un horrible grincement. Plongés dans le noir, ils demandèrent si quelqu'un était entré, mais comme seule réponse qu'ils ont eue, c'est l'un d'entre eux qui se remit à éternuer de plus belle. Ah, j'ai enfin la paix chez moi. Mes parents sont partis à leur travail comme ils le disent. J'espère qu'ils ne rentreront pas trop tôt ce soir. J'avais tellement de projets sur l'ordinateur. J'espère qu'un jour quand même ils m'emmèneront. Ils arrêtent pas de me le promettre. On verra bien. Un jour peut-être. Oh, attendez. Il y a quelque chose qui se promène dans mon jardin. On dirait une fille, je crois. Elle va à ma porte d'entrée. Elle s'est peut-être perdue. Je devrais peut-être aller lui ouvrir. Au pire, papa et maman ne sauront pas. Quel est le danger après tout? Ding dong, ouvre-moi ta porte, je suis arrivée. Il est inutile de te cacher. Ding dong, ouvre-moi ta porte, je suis arrivée. Aucune chance pour toi de m'échapper. Nous, ni à la fenêtre, nos yeux se croisent derrière le verre pétrifié de terreur. Je veux te voir d'un peu plus près. Ding dong, j'entre dans ta maison, il faut te hâter. Tous les deux on va bien s'amuser. Ding dong, j'entre dans ta maison, il faut te cacher. C'est un cache-cache que l'on joué pas sur le plancher. Je peux les entendre d'où je suis et ton souffle paniqué. Je t'écoute tenter de t'enfuir. Cache-toi, je peux apercevoir ta tête. Cache-toi, je peux apercevoir ta tête. Cache-toi, je peux apercevoir ta tête. Cache-toi, là-bas dans le noir. Toc toc, je suis à ta porte et je vais entrer. Je n'ai pas besoin de demander. Toc toc, je suis dans ta chambre. Où t'es-tu caché? La partie est bientôt terminée. J'ai cherché sous ton lit, dans la chambre plongée dans le noir. Tu n'étais pas ici. Peut-être es-tu dans la bagarre. Ding dong, je t'ai trouvé. Ding dong, tu étais ici. Maintenant tu l'es. Ding dong, je t'ai attrapé. Maintenant tu l'es. Ding dong, j'ai enfin gagné. Maintenant tu l'es. Ding dong, et voici ton gage. Ding dong, c'est la fin du jeu. Il reste. Ding dong, je vous dis adieu. Toujours faire leur même petite comédie. Papa et maman m'ont dit de me méfier, c'est vrai. Ils me disaient de me méfier de tout, même des petites filles. Encore un démon de plus qui a essayé d'entrer. Et comme d'habitude, papa et maman, les grands chasseurs, ne sont pas là.
Mais leur relève était là, à la maison, pour monter la garde. Maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'un corps supplémentaire? Ce que je déteste vraiment chez les démons, c'est qu'ils ne reprennent pas leur apparence d'origine. Maintenant, me revoilà avec un autre corps de petite fille. Qu'est-ce que cela m'énerve. Vivement que je prenne leur place, et non plus chez moi. J'en ai marre de les enterrer. J'habite un petit village en France. Il n'a rien de bien exceptionnel. Le vieux village fortifié, très peu rénové. Les routes sont difficiles d'accès. Enfin, on les connaît tous, ces villages-là. Il y en a des centaines en France. Notre village ne comprend aucune grande surface. Très peu de petites boutiques. Et nos activités festives se limitent bien souvent à la fête nationale. Il y a cependant une chose dans notre village. Une seule. Quelque chose de totalement anodin dans un autre village. Mais chez nous, c'est une grande célébrité. La boutique s'appelle Chez Richard. Les plus belles fleurs de la région. Et très franchement, il dit les plus belles fleurs de la région, mais il est très modeste. Je dirais même les plus belles fleurs de France. Que dis-je? Les plus belles fleurs tout court même. Richard, le directeur, un vieil homme très proche de la retraite, profite de toutes les occasions pour vendre ses produits. Le 1er mai, c'est le muguet. À la Saint-Valentin, il vend des roses par centaines. Mais ce qui fait la fierté et la célébrité de Richard, c'est surtout à l'époque de Noël, car il est le seul de la région. Car comme tous les autres fleuristes, il vend ces magnifiques fleurs de Noël. Vous savez, ces belles fleurs rouges, les poinsettias tout faites. Ces fleurs magnifiques. Mais j'imagine que vous n'êtes pas fleuriste, ni même passionné de fleurs comme moi. Donc, nous les appellerons uniquement fleurs de Noël. Cela sera plus facile pour tout le monde. Les fleurs de Noël de Richard sont spéciales. Comme toutes les fleurs de Noël de Richard, elles sont rouges. Mais ce qui les rend spéciales, c'est justement ce rouge. Le rouge le plus magnifique, le plus perçant, le plus persistant, le plus magnifique, je ne trouve pas d'autre mot, qu'il peut y avoir. Aucun autre fleuriste, personne d'autre, ne propose des fleurs aussi belles que celle-là. Richard n'est pas du genre vantard, mais bien souvent il raconte que beaucoup de ses clients, à l'approche des fêtes de fin d'année, parcourent des fois plus de 100 km pour pouvoir acheter ces fleurs. En même temps, on ne peut pas leur donner tort. Cela vaut vraiment le détour. Ma mésaventure avec la boutique de Richard commença un mois avant les fêtes de fin d'année. À cette époque, j'avais eu ce qui me semblait être la chance de pouvoir faire un stage de 1 semaine dans la boutique de Richard. Grand passionné de fleurs comme je le suis, c'était une chance énorme pour moi. J'avais toujours eu en projet d'ouvrir ma propre boutique. Après tout, Richard allait bientôt partir à la retraite, il fallait bien quelqu'un pour le remplacer. Les 4 premiers jours se déroulèrent normalement. Richard était beaucoup derrière moi pour m'apprendre comment m'occuper de toutes les fleurs. Bien sûr, les fleurs de Noël étaient là, sur les présentoirs. Un produit phare pour sa boutique. Elles ne restaient jamais bien longtemps. Richard en mettait le matin, puis le soir, tout était parti. Il ne me disait jamais où il allait les chercher. Quand je commençais, elles étaient déjà là. Je passais la grande majorité de mon temps à m'occuper des fleurs, je les arrosais, j'enlevais les feuilles mortes. Bref, je les mettais en valeur le plus que possible. Même si les fleurs de Noël détrônaient tout le monde. Même les traditionnelles rouges, ou la branche de gui qu'on met au-dessus des portes, avaient beaucoup de mal à trouver des clients à cette époque. Les fleurs de Noël étaient décidément le choix préféré des clients. Tout en m'occupant des fleurs, je passais quand même mon temps à chercher des petits indices. Je regardais maladroitement dans un placard, sous prétextant que je cherchais tel ou tel outil, ou un engrais spécifique. Je n'ai jamais rien trouvé dans la boutique, ni même dans l'arrière-boutique d'ailleurs. Le secret était
mieux caché que je le pensais. Durant le 4e jour, Richard m'annonça qu'il devait faire un tour à la poste, et qu'il en aurait facilement pour 3 à 4 bonnes heures. Il me faisait confiance. Il me faisait confiance pour servir les clients. De toute façon, ils étaient là pour une seule et unique chose. C'était donc très facile à vendre. Toujours les mêmes fleurs à préparer de la même façon, toujours les mêmes boutons appuyés sur la caisse enregistreuse, et toujours le même petit discours à la fin. Bref, vendre ces fleurs en dernier était devenu un petit peu répétitif et rasoir. J'attendis que Richard partît à la poste. 30 minutes après, je fermis la boutique. Je pris soin de mettre la petite pancarte sur close pour faire comprendre aux clients que je n'étais pas là. Si quelqu'un se plaindrait, je justifierais mon absence par un passage aux toilettes qui était un petit peu trop long et que je ne pouvais pas laisser la boutique ouverte sans la présence de Richard. Richard habitait un petit appartement qui se trouvait au-dessus de sa boutique. Il était donc très facile pour moi d'y entrer et de commencer ma petite investigation. Je n'ai bien sûr pas remué tous les meubles, cela ne servait à rien. Je cherchais quand même des plantes qui pouvaient dépasser les 30 à 40 cm pour les plus gros pieds. Je le voyais mal les cacher sous son lit ou même dans son placard à vaisselle. Le moindre bruit dans son appartement me faisait sursauter, à tel point que je frôlais les murs. Je les rasais même plutôt. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de découvrir la cachette de Richard. Car voyez-vous, derrière l'un de ces meubles, il y avait une petite fente qui dépassait. Et de cette fente se dégageait une lumière, comme un passage secret. Vous me direz que cela est un petit peu tiré par les cheveux, mais je vous le rappelle que j'habite une vieille petite commune de France. Ce genre de petit passage secret dans ces communes fortifiées n'est pas rare quand on y réfléchit. J'en ai même d'ailleurs un chez mes parents. Ils ne l'utilisent pas, bien sûr. Enfin, chacun son truc. Je poussai délicatement le meuble pour éviter de faire du bruit, et j'y découvris une porte. Je l'ouvris le plus délicatement que possible, toujours pour éviter d'attirer l'attention sur moi, et je découvris un grand escalier qui descendit à pic. Vers où? Je ne sais pas. La porte était fermée en bas. L'escalier en lui-même était éclairé par une lumière vive et perçante, ce genre de lumière que l'on place au-dessus des plantes pour qu'elles poussent vite et bien. Je descendis tout lentement l'escalier à pas légers et j'ouvris délicatement la porte plus bas. J'entrai dans une nouvelle pièce. Celle-ci était déjà plus grande. Une vieille pièce où tous les murs étaient recouverts de pierres apparentes. On se croirait directement dans un donjon médiéval. Il n'y avait que 2 choses dans cette pièce. Une porte réfrigérée tout au fond, et au milieu de la pièce se trouvaient plusieurs tables. Sur chacune d'entre elles, plusieurs dizaines de pieds de fleurs de Noël se trouvaient dessus. Elle-même se trouvait sous de puissantes lumières éclairantes. Alors c'était là qu'il les cachait. J'ai enfin réussi à trouver son trésor. C'étaient des tables de professionnels, avec le petit rebord en fer qui permettait de recevoir de l'eau sans qu'elle coule partout, afin d'arroser les plantes H24. Une mini-serre parfaite, comme on pourrait dire. Je pris l'une des plantes et l'inspectèrent de A à Z. Je cherchais un petit engrais, un petit je ne sais quoi. En fait, je ne sais pas ce que je cherchais. Je savais que Richard avait un secret. Mais quoi? J'espérais qu'en tombant sur cet objet mystère, cela me mit la puce à l'oreille. Mais non, rien du tout. Est-ce que j'avais fait tout ça pour rien? Presque déçu de moi-même, je décidai de reposer la plante sur la table. Mais juste avant, je vis le liquide que les plantes baignaient. Je croyais au début que ce n'était que de l'eau. Je n'y portais pas attention. Mais en mettant mon doigt dedans, je remarquai rapidement que cela n'était pas de l'eau. C'était trop épais. Une odeur très particulière se dégageait de ce liquide. Et la couleur, un rouge très foncé. Je me suis dit, cela n'est quand même pas du sang. Je ne crois pas, il n'oserait pas. Ce n'est quand même pas un vieux psychopathe. Non. J'ai vite chassé ces idées de ma tête.
J'en ai convenu à une espèce d'encre ou un engrais spécial que je ne connaissais pas. Mais il y a encore cette porte au fond. Peut-être que là il y a le secret. Après tout, je suis déjà arrivé jusqu'à là. Je peux encore ouvrir une porte, je ne suis plus à ça près. C'est ce que je fis. J'ouvris aussi cette porte, tout délicatement. Bien sûr, je ne pensais pas que quelqu'un pouvait m'entendre ici, mais on ne sait jamais. Une sirène d'alarme ou quelque chose. Après tout, cette pièce a l'air d'être extrêmement secrète, et il a l'air d'y tenir énormément. En ouvrant la pièce, je ressentis directement un grand vent glacial. Effectivement, c'était une pièce réfrigérée. J'alluma la lumière et je vis sur les murs plusieurs centaines de poches de sang. J'en pris une dans les mains et je lus le nom de quelqu'un. Il était écrit Suzy 2 fois, âge 19 ans, groupe sanguin AB positif. Dans un coin de la pièce, il y en avait aussi plusieurs dizaines, mais celles-là étaient toutes vides, avec toutes dessus des noms, des groupes sanguins, des dates de naissance. C'était bien des poches de sang humaines. Je n'avais plus aucun doute. Ces fleurs de Noël baignées dans le sang. Cela expliquait leur magnifique couleur rouge. J'avais réussi à trouver la réponse à la plus grande question que je me posais. Mais maintenant, je m'en pose plusieurs autres. Les avait-il achetés à la banque du sang? Les avait-il volés à l'hôpital? Ou pire, avait-il tué quelqu'un? L'avait-il vidé de son sang? Dans le doute, j'ai préféré refermer, tout reposer à sa place et faire comme si je n'étais jamais venu. Je suis remonté l'escalier, j'ai remis le meuble exactement comme il était, je suis retourné dans la boutique et je l'ai rouverte. Plusieurs clients attendaient devant. Comme prévu, j'ai prétexté que j'étais malade et que je suis allé aux toilettes. Ils ont juste rigolé et ont demandé à recevoir leurs fleurs. Richard, lui, de son côté, rentra 2 heures plus tard. Il me demanda si tout s'était bien passé, et je ne lui ai pas menti. Enfin, pas totalement. Je lui ai dit que j'étais effectivement parti aux toilettes et que j'avais dû fermer la boutique pour plusieurs minutes. Lui aussi il rigola et me dit qu'à l'avenir, il fallait que je prenne mes précautions. En tant que futur fleuriste, il fallait que je prévoie ce genre de situation. Il ne faut pas se permettre de fermer à cette époque de l'année. Son petit discours et sa petite insinuation me fit énormément de plaisir. Je compris alors que mon stage était une pure réussite et que mon rêve allait peut-être devenir réalité. Cela me fit presque oublier ma triste découverte. Mais les derniers jours de mon stage se passèrent très bien. Je ne parlais à personne de ce que j'avais découvert. J'avais décidé que cela était mon secret. Enfin, mon secret est celui de Richard. Aujourd'hui, cela fait maintenant 10 ans que tout cela s'est passé. Richard a pris sa retraite et est parti dans les îles, rejoindre de la famille. Moi, j'ai repris l'activité. Il me l'a vendu pour pas trop cher, ce qui me permit de me lancer dans mon rêve. Mais il y a quelque chose que je regrette, et que je regretterai certainement toute ma vie. J'aurais dû poser une question à Richard avant qu'il parte. S'il était d'ailleurs devant moi, j'aimerais lui demander si en 15 jours il entend ceci. Richard, comment faisais-tu pour cacher les corps quand tu n'en avais plus besoin? Moi, j'ai beau les mettre dans la forêt ou dans la rivière, ils finissent toujours par les retrouver. Un jour, je vais me faire prendre. S'il te plaît, dis-moi comment faire. Je laisse ce message audio pour tous ceux qui pourront, pour tous ceux qui le trouveront. Je ne sais pas qui vous serez,
Mais sachez quelque chose, si vous trouvez des casse-noisettes dans cette maison, surtout, ne les touchez pas. Laissez-les là où ils sont. Ou si vous le pouvez, brûlez-les. Laissez-moi vous expliquer. Je ne suis pas spécialement un grand fan de Noël, loin de là même. Oui, j'aime bien m'amuser, comme tous les jeunes de mon âge. Mais Noël est un petit peu trop familial, trop facile, fantaisiste, j'ai envie de dire. Non, je suis plutôt du genre à sortir en soirée, avec les amis, des activités d'adultes, si vous préférez. Mais très récemment, j'ai reçu un héritage par mon grand-père que je n'avais pas revu depuis... Je ne sais même plus quand est-ce que je l'avais vu d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il m'a légué ça? Je pense que ça sera la dernière question que j'aurai dans la tête. Enfin, j'ai reçu de mon grand-père en héritage sa collection de casse-noisettes. Vous savez, ces soldats de Noël qui, comme leur nom le fait penser, servent à casser des noisettes. Je parle bien sûr du fruit. Le but est simple. Mettre la noisette dans sa bouche et appuyer, ou utiliser un quelconque mécanisme si le modèle en possède un. La collection de mon grand-père était très variée. Il y avait des modèles de toute petite taille, comme des porte-clés, ou des décorations de sapin de Noël. Il y en avait des très grands, trop grands même à mon goût. Beaucoup, beaucoup trop grands. J'ai reçu cette surprise de la part de ma mère et d'une équipe de déménagement. Ma mère ayant le double des clés de chez moi, elle a profité d'une journée où je travaillais pour installer chez moi cette armée de soldats de bois. J'ai d'ailleurs été dans un premier temps surpris de voir un camion de déménagement juste devant chez moi. Sur le coup, je n'y ai pas spécialement porté attention. Je me suis d'abord dit, bon, c'est les voisins qui déménagent, ou qui se feront livrer un gros paquet. Mais en arrivant devant ma porte d'entrée, j'ai été accueilli par deux immenses soldats de bois. Deux très grands casse-noisettes de taille humaine. Deux très grands casse-noisettes de ma taille. Je peux vous dire que j'ai été très surpris de les voir. Je me suis clairement dit, mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ces trucs et qu'est-ce qu'ils foutent là? Puis ma mère ouvra ma porte et me fit entrer dans ce qu'elle considérait comme un mini-musée du casse-noisette. Plusieurs dizaines de figurines de tailles variées étaient exposées quasiment partout chez moi. J'en avais limite de sol au plafond. Heureusement, cela n'était que dans le salon. Une chance pour moi. Vous m'imaginez faire la cuisine avec ces soldats qui me regardent? Cela est d'ailleurs dommage que je n'ai pas de cuisinière au feu de bois. Ma mère était prise entre des émotions, l'excitation que je récupère la collection de son père et la tristesse d'avoir justement perdu celui-ci. Mais elle n'arrêtait pas de me vanter les mérites de ce nouveau musée du casse-noisette. La seule chose que je me disais, si ma maison est un musée du casse-noisette, alors elle est la directrice du musée qui me casse les noisettes. Mais après plusieurs longues minutes à m'expliquer pourquoi je devais les garder, elle repartit avec les déménageurs, me laissant tout seul avec tous ces petits soldats. Mais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir en faire? Bien sûr, j'allais les laisser tout le long de la période de Noël. Elle était bien capable de revenir et me demander où ils étaient passés, si en cas je les rangeais. Mais de toute façon, je ne sais même pas où je vais les ranger. Je vais devoir probablement louer un box en ville. Combien ça va me coûter encore toutes ces bêtises? Comme si j'avais vraiment besoin de ça pour l'instant. J'ai passé le reste de la soirée à me demander qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire d'eux. J'en ai déplacé quelques-uns, tant qu'à faire. Si cela est mon mini-musée personnel, autant qu'il soit à mon goût. Je n'avais pas spécialement envie de cuisiner ce soir-là. Alors comme à mon habitude, je suis allé à un fast-food. Puis je suis rentré dans les alentours de 22h, après avoir traîné un petit peu dans les bars, rejoint quelques amis. J'en avais presque oublié tous ces petits bonshommes qui m'attendaient chez moi. Mais ils étaient encore là. Pourtant, qu'est-ce que j'aurais aimé me faire cambrioler? Qu'ils partent tous.
Mais même un cambrioleur aurait été extrêmement surpris de voir tout ça. Il se serait demandé, mais où est-ce que j'ai atterri là, chez un fou? Il n'aurait pas tort. Le temps de me prendre une douche rapide et de me changer, il était déjà 23 heures. Je devais me lever tôt pour demain, je suis donc parti directement me coucher. Mais une fois arrivé au lit, j'ai passé la nuit à entendre des bruits. Pas des gros bruits très forts, mais des bruits inhabituels. Car oui, comme toutes les maisons, la mienne faisait quelques bruits par-ci par-là. Un petit craquement dans le mur, ou autre petite bêtise, un robinet, la pendule, enfin, vous connaissez tout ça. Mais là, c'était plus des petits pas, du bruit de bois. Je me suis dit, non, ce ne sont quand même pas les petits soldats qui sont en train de faire une ronde. Je me suis limite cru dans un film d'horreur sur le coup. J'ai eu du mal à m'endormir, mais la fatigue et les verres accumulés dans la soirée ont eu raison de moi. Et je me suis endormi au bout de 2 heures. Le lendemain, mon téléphone sonna à 7 heures. J'étais prêt à aller au travail quand je remarquai que plusieurs soldats n'étaient plus à leur place. J'avais dû les bouger pendant la nuit. C'est vrai qu'hier soir, je n'étais pas très frais quand j'étais rentré. J'en ai peut-être déplacé un ou deux et que je ne m'en souviens pas. Mais quelque chose était quand même bizarre. C'est vrai, je pouvais les avoir déplacés, il n'y avait aucun problème là-dessus. Mais pourquoi ils avaient tous la position d'un poste de garde? Beaucoup d'entre eux se plaçaient devant les portes ou les fenêtres devant chez moi, comme s'ils étaient en train de surveiller, comme si ma maison était leur base et qu'ils la protégeaient. Remarquez, c'était peut-être ça alors les bruits que j'avais entendus hier soir. Ils étaient peut-être en train de patrouiller? Non, je me fais des idées. Comme si que des petits bonshommes en bois allaient réellement me protéger pendant la nuit. Si cela était vrai, au moins j'avais mon armée personnelle, c'était déjà ça. Plusieurs jours passèrent comme cela. Je rentrais chez moi et les petits bonshommes avaient encore bougé. C'étaient toujours les mêmes qui bougeaient. Ils changeaient de place, mais beaucoup venaient de collections différentes. Il y avait des petits soldats anglais, des tuniques rouges, des petits soldats français, les grenadiers, ou les soldats de Napoléon comme j'aime bien les appeler. Il y avait de tout en fait. Mais ils restaient toujours ensemble. Les Français restaient ensemble, les Anglais restaient ensemble, et ainsi de suite. Et à chaque fois que je rentrais, ils étaient placés toujours à la même position. Mais les Français prenaient la place des Anglais, les Anglais prenaient la place des petits verts. D'ailleurs, je me demande quelle était la nationalité de ces petits bonshommes. Bon, cela n'a aucune importance. Le plus important était que oui, ils changeaient de place. Ils restaient toujours en position de garde, mais ils alternaient leur garde. Je crois que dans le jargon militaire, on appelle ça la relève de la garde, il me semble. Plus les jours passaient, et plus je trouvais ça énormément bizarre. À vrai dire, j'en avais très peur. Tous les soirs, je les entendais. Tous les soirs, ils faisaient leur petit raffut. Le premier soir, ils n'osaient pas faire trop de bruit. Ils se déplaçaient tout doucement. Mais en dernier, ils ne se gênaient absolument plus. Ils se promenaient librement partout. Ils faisaient leur ronde, H24. Du moment que je ne les regardais pas, ils marchaient. Tous les soirs, sans exception. Ils patrouillaient dans la maison. Jamais aucun d'entre eux n'est entré dans ma chambre. Jamais je n'ai entendu la porte s'ouvrir. Ils devaient respecter les quartiers de leur général. Enfin, j'espère que c'était ça. J'aurais espéré que ce soit cela. Ils avaient beau avoir peut-être un air protecteur. Ils ont d'ailleurs peut-être protégé mon grand-père pendant plusieurs années. Mais moi, ils me faisaient peur. Ils ne me protégeaient pas. Ou s'ils voulaient le faire, ils le faisaient très mal. Tous les soirs, je rentrais de plus en plus tard. Tous les soirs, je ne voulais pas rentrer. Je ne voulais pas rejoindre cette petite armée macabre qui faisait toujours les mêmes mouvements, qui ne faisait que me terrifier tous les soirs. Un soir, j'en ai eu assez de tout ça. J'ai pris mon courage à deux mains. Enfin, l'alcool m'a bien aidé, j'ai envie de dire. J'ai passé une grosse soirée avec mes amis. Après avoir bu beaucoup plus de verre que prévu,
Je suis rentré chez moi dans un très piteux état. J'ai décidé d'en mettre un terme. Je suis entré en hurlant. Je leur ai crié dessus. Je leur ai ordonné de me laisser tranquille. Que je ne voulais plus les voir patrouiller dans la maison. S'ils voulaient patrouiller, qu'ils aillent le faire ailleurs. Mais j'ai commis une grave erreur. Car ils se seraient peut-être limités à ça. Peut-être qu'en écoutant les ordres de leur général, ils seraient partis. Mais malheureusement, mon courage m'a fait faire une énorme bêtise. J'ai mis le coup de pied le plus fort et le plus élancé que je n'ai jamais fait de ma vie. J'ai dégommé l'un d'entre eux, l'un des plus petits et des plus fragiles, sûrement l'un des plus vieux d'ailleurs. Il a volé à travers mon salon, a atterri sur le mur et a éclaté en des millions de morceaux. J'avais tué l'un des leurs. Sur le coup, cela m'a soulagé. J'étais heureux de leur avoir fait comprendre ma colère. Puis je suis parti me coucher, en hurlant une dernière fois que je voulais qu'ils partent, tous, et que demain matin, il ne devait plus en avoir un seul. Comme s'ils allaient réellement m'obéir après ça. J'avais tellement bu qu'une fois entré dans mon lit, je suis directement tombé en sommeil profond. Je n'ai rien vu et rien entendu de ce qui se passait autour de moi. J'étais vraiment dans un piteux état. Le lendemain matin, je m'attendais à voir ces petits bonshommes au garde à vous, encore dans leur coin, après avoir patrouillé toute la nuit. Mais ils n'étaient plus là. Quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, celle-ci était presque détruite. Le côté du couloir, hors de ma chambre, avait été rongé par des centaines de petits coups. On aurait dit que des centaines et des centaines de petites souris s'étaient acharnées sur ma porte toute la nuit. J'ai été étonné de voir que les casse-noisettes n'étaient pas à leur poste. Mais où étaient-ils passés? Et qui avait fait ça à ma porte? Quand je suis allé dans mon salon, j'ai trouvé le petit casse-noisette cassé par terre. Et c'est là que je me suis souvenu que c'était moi qui avais fait ça. Je m'étais souvenu de toute la scène. Je me revoyais entrer et hurler sur eux. Je me suis dit, ils sont donc réellement partis? Mais alors, qui a fait ça sur ma porte? Est-ce que c'était eux? J'ai donc cru que mon cauchemar était terminé, que mes petits harceleurs étaient enfin partis, et que j'allais de nouveau retrouver la sérénité. J'ai donc passé la journée en ville, pour fêter ma liberté. Je n'avais que deux choses en tête. Fêter ma tranquillité, et essayer de trouver une excuse. Car oui, ma mère allait me demander qu'est-ce que j'avais fait au casse-noisette. Enfin. Je sais que n'importe quelle excuse ne passera pas. Il faudra juste que je supporte sa colère avec beaucoup de courage. Je suis rentré tard ce soir-là. Après tout, personne ne m'attendait chez moi. Enfin, pour la première fois depuis bien longtemps. En entrant chez moi, la maison était intégralement vide. Pas un bruit. Mon premier réflexe était d'essayer d'allumer la lumière, mais elle ne fonctionnait pas. Je me suis dit, mince, l'interrupteur est cassé, ou l'ampoule doit être grillée. J'attrapa directement mon téléphone. Je mis la lampe et j'allai à l'interrupteur suivant. Je n'avais pas spécialement envie de passer ma soirée dans le noir. Mais lui non plus ne fonctionnait pas. J'en ai donc convenu que l'ampoule du salon était cassée. Je suis donc allé dans la cuisine. Même résultat. L'ampoule ne fonctionnait pas. Ou l'interrupteur. Je regarda sur mes appareils électroménagers. Mais aucun d'eux ne fonctionnait. Ni point rouge, ni heure, ni rien du tout. J'en ai donc convenu une coupure de courant. Elle va être belle ma soirée. J'aurais dû rester en ville, je me suis dit. Enfin, tant pis. Au moins les casse-noisettes ne se promèneront pas dans le noir. C'est déjà ça. Je n'avais pas spécialement envie de me coucher tout de suite. Je n'avais vraiment pas sommeil. Alors au lieu d'attendre bêtement chez moi, j'attrapa mes clés de voiture et je m'apprêtais à repartir. Mais quand je voulus ouvrir la porte de chez moi, elle était coincée.
Pas fermé à clé, coincé, impossible de l'ouvrir. Je jetai un coup d'œil dehors, à travers le petit judas de ma porte. Je voyais juste une très grande masse noire devant chez moi. Peut-être quelqu'un qui me bloquait. Une énorme angoisse me mentit directement. Une énorme angoisse me prit directement. Qui était cette personne? Qu'est-ce qu'il me voulait? Mais il faisait trop noir dehors. Je ne voyais pas du tout qui c'était. J'étais terrorisé. Qu'est-ce que je faisais? Que pouvais-je faire? Appeler la police? Mais je n'avais plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. J'avais passé toute la journée à l'utiliser. Que quelques pourcentages. Je crois que ça aurait été la meilleure chose à faire. Mais comme un idiot, la curiosité m'a envahi. J'ai donc remis la lampe de mon téléphone. J'ai légèrement entrouvert le trou pour les lettres. Et je l'ai éclairé. Je regardai à nouveau à travers le judas, avec cette petite lumière qui aurait pu m'aider à identifier cet intrus. Mais tout ce que je vis, c'était un casse-noisette. Ceux qui étaient autrefois devant mon entrée et qui me servaient de garde. Ces immenses casse-noisettes, ils étaient là, avec leur affreux sourire que je n'avais jamais aimé. Ils ne faisaient rien, ils regardaient droit dans ma direction. Je ne sais pas s'ils savaient que je le regardais. Je pense que si. Mais il ne bougeait pas. Il ne faisait que tenir la porte avec sa main droite. Ce bonhomme avait bien plus de force que je ne le pensais. Impossible de l'ouvrir. J'étais encore plus effrayé, car maintenant je savais qu'ils étaient encore là. Ils n'avaient pas aimé ce que j'avais fait à leur ami. Ils n'étaient donc pas partis. Ils voulaient que je reste. Je me suis retourné violemment et j'ai éclairé partout chez moi. Certains d'entre eux étaient déjà là, sur la table, sur les meubles, quelques-uns en plein milieu du salon. Leurs armes étaient dégainées, tous pointés dans ma direction. Bien sûr, aucun d'entre eux ne bougeait. Jamais ils ne bougeaient quand on les regardait. Mais j'entendais bien que quand je regardais à droite, ceux de gauche bougeaient, et ainsi de suite. J'ai couru vers la fenêtre la plus proche, et j'ai essayé de l'entrouvrir, mais il faisait tellement noir. Je n'arrivais pas à éclairer tous les casse-noisettes en même temps. Beaucoup d'entre eux profitaient de l'obscurité pour bouger. Cela était inévitable. Quand je mis la main sur la fenêtre, je reçus un violent petit coup d'épée. Ils avaient beaucoup de force. Je compris alors que je n'arriverais pas à sortir d'ici. 2 de mes doigts commençaient à pisser le sang. Je me suis immédiatement tenu la main. J'ai évité de faire tomber le téléphone et j'ai couru dans ma salle de bain. C'était le seul endroit où je pouvais me cacher. Je pouvais encore m'enfermer dans ma chambre, mais vu l'état de la porte, c'était déjà foutu. Elle ne survivrait pas à un deuxième assaut. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. J'ai d'ailleurs mis quelques coups de pied à l'un d'entre eux. J'ai pensé d'ailleurs à essayer de me battre, mais je ne pouvais pas tenir ma main et mon téléphone en même temps. Ils étaient beaucoup trop nombreux, et surtout, sans lumière, ils bougeaient constamment. J'en frappais un, 2 autres me touchaient. Plusieurs petites piqûres très douloureuses que je recevais aux pieds. Je sentais que je saignais. Comme si quelqu'un prenait des petites aiguilles, il voulait piquer très violemment dans la jambe. Ce ne sont pas des grosses plaies, mais croyez-moi que ça fait quand même très mal. J'ai très vite renoncé, car je voyais bien qu'ils étaient beaucoup trop nombreux. Et surtout, s'ils arrivaient à me faire tomber et que j'arrivais à leur niveau, ils m'auraient entaillé le visage, ou même pire. Je me suis enfermé dans ma salle de bain et ai commencé à prendre quelques pansements. J'ai mis des bandages sur mes doigts et 2-3 sur mes jambes. Au moins, je vais éviter de mourir d'hémorragie ce soir. Cela sera déjà pas mal. Je les entendais gratter à ma porte. Ils étaient en train de creuser. Avec leurs épées, ils étaient là à casser, à grignoter, ou je ne sais quoi encore. Toutes mes blessures refaites, je me suis assis le long de la porte pour essayer de la maintenir.
Je ne voulais pas qu'il la casse. Je savais que le jour il ne bougeait pas. Du moins, il bougeait beaucoup moins. Je suis donc resté là, toute la nuit, en espérant que le jour tombe rapidement. Mais nous sommes en plein mois de décembre. Je sais très bien que cela n'arrivera pas rapidement. Cela sera la nuit la plus longue de toute ma vie, si j'arrive à la passer. Je n'ai plus beaucoup de batterie là maintenant. J'ai pensé plusieurs fois appeler la police. Mais qu'est-ce que je pourrais leur raconter? Au secours, monsieur l'agent, des petits casse-noisettes veulent me découper en morceaux. Ils m'auraient raccroché au nez. Non, la seule chance que j'ai, c'est vraiment de pouvoir attendre que demain matin, il n'ait pas cassé la porte et que je puisse partir. Si je n'ai pas eu cette chance, j'espère que quelqu'un tombera sur ce message. Mais si cela est le cas et que vous entendez ceci, n'oubliez pas ce détail. On dit qu'il ne faut jamais mordre la main qui nous nourrit. Mais moi je dirais plutôt qu'il ne faut jamais casser la main qui nous protège, car on ne sait jamais comment elle va réagir ou comment ils vont réagir. Nous sommes le soir du 25 décembre. Tout s'est passé tellement vite, c'est à peine si je réalise encore qu'est-ce qui a pu nous arriver. Ou qu'est-ce qui aurait pu nous arriver. Laissez-moi vous raconter. Ce matin de Noël, moi et mes amis, nous devions recevoir nos premières armes à feu. Oui, je vous rassure, nous sommes majeurs. Et nous attendions le 25 décembre, plutôt pour marquer le coup, pour respecter la tradition, que faire réellement Noël. Nous n'avions bien sûr pas reçu de fusil à pompe, de M16 ou autre arme d'assaut. Non, c'était des simples fusils de chasse. Rien de bien exceptionnel, mais il faut bien commencer quelque part de toute façon. Nous avions décidé la veille de nous réunir tous à midi dans une petite clairière que nous avions aménagée quelques heures auparavant. Une clairière isolée de tout, perdue au milieu des bois, mais très tranquille. Personne ne viendrait nous déranger ici, et ni même se plaindre que nous tirons à tout bout de champ sur n'importe quoi. Nous allions utiliser nos cobayes préférés, les bonhommes de neige. J'habite une région en France où il neige très souvent. Cela n'a donc pas été un problème pour nous de les préparer. Cela faisait d'ailleurs plusieurs jours que nous nous amusions avec. On faisait quelques bonhommes de neige, on rajoutait du sang et une petite mise en scène. Un bonhomme de neige écrasé sur la route, d'autres qui regardaient leurs amis mutilés, ou des zombies bonhommes de neige. Des petits trucs rigolos. C'était surtout pour se passer le temps et pour essayer de se donner des bonnes idées. L'un de mes amis d'ailleurs proposa la meilleure idée qu'il pouvait y avoir. Fabriquer les bonhommes de neige, leur ouvrir leur tête et y mettre dedans plusieurs petits ballons remplis de ketchup, dilués bien sûr avec de l'eau pour donner plus l'aspect du sang. Une semaine avant Noël, nous avions justement fait un test. Le père d'un de mes amis nous rejoignit à la clairière. Il avait justement le même modèle de fusil que nous allions avoir. Comme ça, nous allions pile poil savoir ce qu'il allait se passer. Nous avons préparé le bonhomme de neige et nous avons fait un test. Je vous passe en même temps cette petite vidéo qui nous sert plus de souvenirs qu'autre chose. On s'est vraiment bien amusé à le préparer et surtout, on s'est beaucoup amusé à le voir pisser le sang comme si nous tirions réellement sur quelqu'un. Bon, l'effet est un petit peu raté. Je vous l'avoue que quelques ballons n'ont pas éclaté et on les voit si vous passez la scène au ralenti. Mais je trouve ça déjà pas mal. Mais comment nous aurions pu savoir qu'est-ce qu'il allait se passer ce jour-là? Nous sommes arrivés tous les 4 à midi, comme prévu. Nous avons pris toutes les munitions que nous avions besoin et armes en main, nous avons visé chacun un bonhomme de neige. On en avait préparé une trentaine en tout. Un vrai petit peloton d'exécution. De quoi se passer plusieurs minutes, mais plusieurs bonnes minutes sanglantes. Les 20 premiers bonhommes de neige éclatèrent exactement comme prévu. Les visages tombés, le sang dégouliné, c'était monstrueusement jouissif. Chaque bonhomme de neige qui éclatait, un énorme fou rire éclatait avec lui. J'avais choisi de tirer sur le 21e bonhomme de neige. Comme pour les autres,
Je chargea mon fusil, je le braquai sur le bonhomme de neige et je tirai une balle. Mais étrangement, le sang ne coula pas. Oui, il y avait un bel impact. Et oui, il était rouge. Mais la tête n'avait pas éclaté. Comme si que tous les ballons à l'intérieur étaient durcis, qu'ils avaient gelé pendant la nuit. C'était impossible. On avait justement prévu le coup. On s'en doutait bien que les ballons pouvaient geler pendant la nuit, mais nous avions mis de l'antigel de voiture dans les ballons. Comme ça, il n'y avait plus aucun risque. Mais là, non. Tous les ballons étaient comme congelés. Mince. Il a tombé, il a fallu que ça tombe sur moi. Bon bah tant pis. Il fallait bien que quelqu'un chope le mauvais dans le lot. Mes amis passèrent sur les autres bonhommes de neige, et le peloton d'exécution se termina en beauté. À la fin de notre petit jeu, j'étais quand même frustré d'avoir raté le 21e bonhomme de neige. J'ai donc décidé de recommencer. Mais d'un peu plus près cette fois-ci. J'ai refait exactement pareil, et je tirai une deuxième fois. Et cela était exactement pareil, avec juste un trou un peu plus gros. Là, j'en avais vraiment marre. Qu'est-ce qu'il avait ce bonhomme de neige? Il était contre moi ou quoi? Je chargea une troisième balle, je me mis quasiment à bout portant, et je lui tirai dessus. Le reste de la tête et le haut du torse éclatèrent. Mais je vis que le torse aussi était rempli de sang. Cela était impossible. Nous avions mis des ballons uniquement dans les têtes. Il ne pouvait pas y avoir de sang dans le torse. Intrigué, je détruisis le bonhomme de neige, enfin ce qu'il en restait, et je découvris en dessous avec horreur qu'il n'y avait pas de ballon, mais un corps. De qui? Je ne pourrais pas vous dire. Je ne connaissais pas cette personne. Enfin, ce qu'il en restait. Mes amis et moi hurlèrent de terreur en voyant ça. La vue de ce corps mutilé par nos multiples impacts. Nous sommes retournés à nos voitures et appelèrent la police. Ils arrivèrent sur les lieux 15 minutes plus tard. Nous leur expliquions tout ce qui s'était passé et nous leur montrions le bonhomme de neige. Bien sûr, ils nous confisquèrent nos armes. Et pour le coup, on était un petit peu écœurés. On venait juste de les recevoir. Mais enfin, quelqu'un est mort. C'est plus important que nos nouveaux joujoux. La police passait un long moment à côté du bonhomme de neige. 20 minutes après, ils nous demandèrent si nous étions bel et bien 4 cette nuit-là. Nous répondîmes que oui, nous n'étions que 4. Personne d'autre. Mais pourquoi donc? Ils nous amenèrent au bonhomme de neige et nous firent remarquer qu'il y avait une longue traînée de traces derrière lui. Ces traces n'étaient que des empreintes de pas. Elles provenaient d'un buisson 30 mètres plus loin. Le buisson dissimulait énormément d'autres traces. Quelqu'un devait avoir passé plusieurs minutes ici, étalé dans la neige, à bouger, pour éviter de prendre froid. Nous comprîmes rapidement que nous n'étions pas seuls ce jour-là. Pour moi, ce Noël n'est pas celui où nous avions reçu nos premières armes à feu. Ce Noël était celui où nous avions échappé à quelqu'un qui nous regardait derrière un buisson et qui, pour X raison, avait caché un corps dans nos bonhommes de neige. Mais si il avait décidé de venir, peut-être qu'il y aurait eu 4 corps supplémentaires dans les bonhommes de neige. Et ce Noël aurait peut-être été le dernier de toute ma vie.